Chouette, chapitre 16. On sonna à la porte pendant que les Eberhard déjeunaient. Un dimanche, franchement, s'exclama la mère de Roy, pour qui le dimanche devait être réservé aux activités familiales. Tu as de la visite, dit le père de Roy en revenant. C'était lui qui avait répondu à la porte. Roy eut l'estomac noué parce qu'il n'attendait personne. Il soupçonna que quelque chose digne de publication avait dû se passer la nuit précédente sur le terrain de la future crêperie. Un de tes copains, fit Mr. Eberhart. Il dit que vous aviez prévu d'aller faire du skateboard ensemble. Oh, ça devait être Gareth. Roy en fut presque étourdi de soulagement. Ah ouais, j'avais oublié. Mais mon chéri, tu n'as pas de planche, souligna Mrs. Eberhart. Ça ne fait rien, son ami en a apporté une, dit Mr. Eberhart. Roy se leva de table, se tamponnant en vitesse la bouche de sa serviette. C'est bon si j'y vais? Oh mais Roy, c'est dimanche, objecta sa mère. S'il te plaît, rien qu'une petite heure. Il savait que ses parents lui diraient oui. Ils étaient heureux de penser qu'il se faisait des amis à sa nouvelle école. Gareth l'attendait sur le perron. Il s'apprêtait à lui lâcher quelque chose, mais Roy lui fit signe de garder le silence tant qu'il n'était pas loin de la maison. Sans un mot, ils roulèrent en skate sur le trottoir jusqu'à la fin du bloc, où Gareth sauta de sa planche et s'exclama. Tu vas pas me croire. Dana Matterson s'est fait poisser hier soir. Tu rigoles? Roy essayait d'avoir l'air plus surpris qu'il ne l'était. Il devenait évident que le terrain de maman Paula était sous surveillance, comme il l'avait prévu. Les flics ont appelé ma mère tôt ce matin, raconta Gareth. Il a essayé d'entrer dans une caravane pour voler des trucs. En tant que conseillère d'orientation de Trace Middle, on prévenait la mère de Gareth chaque fois qu'un élève avait des ennuis avec la justice. Roy eut l'impression que ce n'était pas fréquent. Et mec, accroche-toi. Tu sais pas la meilleure, dit Gareth. Dana leur a dit qu'il était toi. Ah, sympa. Quel enfoiré, hein? Et ils l'ont probablement cru, dit Roy. Pas même une seconde. Il était seul? Demanda Roy. On a arrêté quelqu'un d'autre? Quelqu'un comme, disons, le demi-frère de Béatrice Lipp, voulait-il dire. Non, rien que lui, fit Gareth. Et devine quoi? Il est fiché. Fiché? Il a un casier, mec. Dana s'est déjà fait poisser. C'est ce que les flics ont dit à maman. Là encore, la nouvelle ne bouleversa pas Roy outre mesure. Poissé pourquoi? Vol à l'étalage, pillage de distributeurs de coke, des trucs dans ce genre, dit Gareth. Une fois, il a même renversé une dame pour lui piquer son sac. Maman m'a fait promettre de ne pas le dire. C'est censé rester secret, puisque Dana est encore mineure. Ouais, fit Roy d'un ton sarcastique. Faudrait pas que ça lui donne mauvaise réputation. Bof, et oh, tu devrais sauter de joie. Ah ouais, pourquoi? Parce que ma mère dit qu'ils vont le boucler cette fois. En centre d'éducation surveillé? Sans doute, dit Gareth, à cause de son casier. Waouh, fit Roy tranquillement. Sans être d'humeur à sauter de joie, il ne pouvait pas nier qu'il éprouvait un sentiment de libération. Il en avait marre de servir de punching ball à Dana Matterson. Et même s'il se sentait coupable d'avoir inventé l'histoire des cigarettes, Roy ne pouvait s'empêcher de penser que c'était rendre service au public que de mettre Dana derrière les barreaux. C'était un sale type, peut-être qu'un séjour en éducation surveillée lui servirait de leçon. Eh, on va au skatepark demanda Gareth. Bien sûr. Roy monta sur sa planche d'emprunt et s'élança à fond du pied droit. Tout le long du chemin jusqu'au skatepark, il ne regarda pas une seule fois derrière lui pour vérifier s'il était suivi. C'était super bon, comme un dimanche doit l'être. Le frisé se réveilla dans son lit. Pourquoi pas? Le vandale de maman Paula étant enfin en garde à vue, il n'y avait plus aucune raison de jouer les veilleurs de nuit dans la caravane. Une fois ramené à la maison par l'agent de Linco, le frisé avait diverti sa femme et sa belle-mère par un compte-rendu minutieux de ces événements si excitants. Le frisé avait enjolivé certains détails à des fins dramatiques. Dans sa version de l'histoire, par exemple, le jeune intrus hargneux le mettait hors de combat en lui assénant un atémie expert, ce qui faisait plus sérieux qu'une poignée de terre en pleine figure. Le frisé décida aussi qu'il était inutile de préciser qu'il avait trébuché dans un terrier de chouette et qu'il était tombé. Au lieu de ça, il leur décrivit la poursuite comme un sprint haletant, au coude à coude. Le rôle de l'agent de Linco dans la capture du délinquant en fuite fut minimisé opportunément. Le numéro du frisé eut un tel succès chez lui qu'il fut confiant. Chuck Muckle marcherait aussi. Dès la première heure, le lundi matin, le frisé appellerait le siège de maman Paula pour narrer en détail au vice-président l'arrestation et ses propres exploits. Il lui tardait d'entendre Mr. Muckle le féliciter d'une voix étranglée. Après le déjeuner, le frisé
s'apprêta à regarder un match. À peine s'était-il installé devant la télé qu'on y diffusa une pub de Maman Paula faisant la promotion du tarif spécial week-end, 6,95 $ pour des crêpes à volonté, plus saucisses et café gratuit. La vue de Kimberly Lou Dixon, jouant Maman Paula, rappela au frisé le nanar qu'il avait loué, la dernière maison sur Sorcellerie, boulevard 3. Il ne se souvenait plus s'il devait rendre la cassette au vidéoclub cet après-midi ou le lendemain. Le frisé détestait payer des retards de location. Aussi décida-t-il d'aller récupérer le film à la caravane. En cours de route, le frisé déprima en se rappelant avoir oublié autre chose sur le site du futur chantier, son arme. Au cours du ramdam de la veille, il n'avait plus fait attention à son revolver calibre 38. Il ne se souvenait pas de l'avoir eu sur lui dans la voiture de l'agent de Linco. Il avait dû glisser de sa ceinture pendant son pugilat avec l'ado à l'extérieur de la caravane. Une autre possibilité, c'était qu'il avait fait tomber quand il s'était pris les pieds dans cette saleté de terrier de chouette. Égarer une arme chargée était grave, et le frisé était très remonté contre lui-même. En arrivant sur place, il courut là où le gamin et lui s'étaient empoignés. Pas de 38 sur le sol. Anxieux, le frisé revint sur ses pas jusqu'au trou de chouette et braqua une lampe électrique à l'intérieur. Pas de flingue. À présent, il était inquiet pour de bon. Il regarda dans la caravane et vit qu'on n'y avait rien dérangé depuis la veille au soir. La porte était trop esquintée pour être remise en place, aussi le frisé boucha-t-il l'entrée avec 2 feuilles de contreplaqué. Puis il entama une fouille méthodique, arpentant la propriété en tous sens, les yeux collés au sol. Dans une main, il tenait un gros caillou, au cas où il tomberait sur l'un de ses mocassins venimeux. Peu à peu, une idée torturante s'infiltra dans la tête du frisé, glaçante comme de l'eau froide. Et si l'ado cambrioleur avait barboté le revolver à sa ceinture pendant qu'il se battait? Le gamin pouvait l'avoir planqué dans un conteneur à ordures ou balancé dans un fourré en s'enfuyant. Le frisé frissonna et reprit en hâte ses recherches. Au bout d'une demi-heure, il s'était rapproché du coin où le matériel de terrassement était garé en attendant le nettoiement du site. À ce moment-là, il avait quasiment abandonné tout espoir de retrouver son arme. Il était à une bonne distance de l'endroit où il se rappelait l'avoir eu en main pour la dernière fois et dans la direction opposée à celle de la fuite du vandale. Le frisé se disait qu'il était absolument impossible que le 38 réapparaisse aussi loin de la caravane, à moins qu'une chouette d'une taille exceptionnelle ne l'ait pris dans son bec et apporté jusque-là. Il posa son regard sur un creux peu profond, dans une bande de sable mou, l'empreinte d'un pied nu, humain à ne pas s'y tromper. Le frisé compta les orteils, rien que pour en être bien sûr. Le pied semblait considérablement plus petit que ceux du frisé. Plus petit aussi que ceux de l'ado cambrioleur, une baraque. Plus loin, le frisé tomba sur une autre empreinte de pied, puis sur une autre, et encore une autre. Les traces menaient directement à la rangée d'engins de terrassement, et le frisé s'avança vers eux avec un sentiment de malaise grandissant. Il s'arrêta devant un bulldozer et se protégea les yeux du soleil. Tout d'abord, il ne remarqua rien d'anormal, mais soudain, cela le frappa comme le coup de pied d'une mule. Le siège du conducteur avait disparu. Lâchant le caillou qu'il tenait pour se défendre, le frisé fonça vers l'engin, suivant, dans l'alignement, une pelleteuse. Son siège avait lui aussi disparu. Haussant cou, le frisé se dirigea à grands pas vers la 3e et dernière machine, une niveleuse. Là aussi, plus de siège du conducteur. Le frisé cracha un juron. Dépourvus de siège, les engins de terrassement étaient foncièrement inutilisables. Leur conducteur devait s'asseoir pour appuyer sur les pédales et manœuvrer en même temps. Fiévreusement, le contremaître réfléchissait à toute allure. Soit le gamin qu'on avait attrapé la veille au soir avait un complice secret, soit quelqu'un d'autre s'était faufilé sur les lieux après le départ du frisé. Mais qui? Se demandait le frisé exaspéré. Qui a saboté l'équipement et quand? Il chercha sans résultat les sièges manquants. Son humeur s'assombrissait de minute en minute. Il n'avait plus aucune envie d'appeler Mr. Muckle au siège de Maman Paula. En fait, il redoutait ce coup de fil. Le frisé soupçonnait que ce bougon de vice-président prendrait grand plaisir à le virer par téléphone. Au désespoir, le frisé se dirigea vers les toilettes portatives.
Ayant éclusé quasiment le contenu d'une carafe de thé glacé pendant le déjeuner, il avait l'impression que sa vessie allait éclater. Le stress de la situation n'arrangeait pas non plus les choses. Le frisé, armé de sa torche électrique, pénétra dans l'une des latrines, laissant la porte entrebâillée au cas où une sortie précipitée s'imposerait. Il voulait s'assurer que personne n'avait truffé une fois encore les toilettes de reptiles mal lunés. Le frisé braqua avec précaution sa lampe dans le trou noir de la cuvette. Il eut la gorge serrée quand le faisceau illumina quelque chose de sombre et de luisant dans l'eau, mais, en y regardant de plus près, le frisé vit qu'il ne s'agissait pas d'un alligator. Génial, marmonna le frisé, malheureux comme les pierres. Absolument génial. C'était son arme. Ça démangeait Roy de s'éclipser pour aller rendre visite à Doigt de Mulet à la casse. Il voulait découvrir ce qui s'était passé la veille au soir sur le terrain de maman Paula. Le problème, c'était la mère de Roy. Elle invoqua la règle du dimanche dès qu'il fut revenu du skatepark et une sortie familiale fut organisée. Tenant sa promesse, le père de Roy les emmena sur la Tamiami Trail dans une boutique indienne pour touristes qui proposait des balades en hydroglisseur dans les Everglades. Roy finit par y prendre beaucoup de plaisir, même si le bruit était si fort qu'il faisait mal au tympan. Le grand séminole aux commandes portait un chapeau de cow-boy en paille. Il leur dit que le moteur de l'hydroglisseur était du même type que celui d'un petit avion. Le vent de la vitesse piquait les yeux de Roy, tandis que le bateau à fond plat fonçait à travers les marais de lèche et serpentait au fil des étroits chenaux sinueux. C'était plus cool que les montagnes russes. En route, ils s'arrêtèrent pour observer des serpents, des crapauds buffles, des caméléons, des ratons laveurs, des opossums, des tortues, des canards, des hérons, des aigles à tête blanche, une loutre et, sur le décompte de Roy, 19 alligators. Son père filma la plupart en vidéo, tandis que sa mère prenait des photos avec son nouvel appareil numérique. Bien que l'hydroglisseur fût très rapide, la balade dans les hauts fonds ressemblait à une glissade sur de la soie. Roy fut à nouveau stupéfait devant l'immensité plate du paysage, les horizons luxuriants et l'abondance de la vie exotique. Une fois qu'on s'éloignait de la multitude, la Floride était aussi sauvage que le Montana. Ce soir-là, dans son lit, Roy ressentit un lien plus fort avec Doigt de Mulet, en comprenant mieux le sens de la croisade perso du garçon contre la crêperie. Il n'y avait pas que les chouettes en jeu, mais tout le reste, tous les oiseaux et tous les animaux, tous les lieux sauvages risquaient d'être rayés de la carte. Pas étonnant qu'il soit fou furieux, songeait Roy, et pas étonnant qu'il soit aussi déterminé. Quand ses parents vinrent lui souhaiter bonne nuit, Roy leur dit qu'il n'oublierait jamais leur tour dans les Everglades, ce qui était la pure vérité. Son père et sa mère étaient encore ses meilleurs amis. On pouvait s'amuser en sortant avec eux. Roy savait que ce n'était pas non plus facile pour eux de faire leur paquet et de déménager sans arrêt. Les Eberhardt formaient une équipe et se serraient les coudes. En notre absence, l'agent de Linko a laissé un message sur le répondeur, dit le père de Roy. Hier, au soir, il a arrêté un suspect de vandalisme sur le futur chantier de construction. Roy ne souffla mot. Ne t'inquiète pas, ajouta Mr. Eberhardt, ce n'était pas le garçon dont tu m'as parlé, celui qui s'est enfui de l'hôpital. C'était le petit Matterson, le coupa Mrs. Eberhardt tout excitée, celui qui t'a attaqué dans le bus, et il a essayé de se faire passer pour toi auprès de la police. Roy ne pouvait pas faire semblant de ne rien savoir. Garrett m'a tout raconté, reconnut-il. Vraiment? Garrett est bien informé, observa le père de Roy. De première main, fit Roy. Qu'est-ce qu'il disait d'autre dans son message, le policier? C'est à peu près tout. J'ai eu l'impression qu'il voulait que je te demande si tu savais quelque chose à propos de ce qui s'était passé. Moi? Fit Roy. Oui, mais c'est ridicule, intervint sa mère. Comment Roy saurait ce que manigançait un voyou comme Dana Matterson? Roy avait la bouche sèche comme de la craie. Il avait beau se sentir proche de ses parents, il n'était pas prêt de leur avouer qu'il avait fait une lune à Dana, qu'il l'avait attirée à dessein sur le terrain de maman Paula en lui racontant une histoire de cigarette planquée à l'intérieur de la caravane. C'est vraiment une étrange coïncidence, disait Mr. Eberhardt, que deux gamins différents prennent pour cible le même endroit. Est-il possible que le petit Matterson se soit accoquiné avec ton ami, le demi-frère de Béatrice? Impossible.
l'interrompit Roy avec fermeté. Dana n'a rien à faire des chouettes. Il ne s'intéresse qu'à lui. Bien sûr qu'il n'en a rien à faire, approuva la mère de Roy. Au moment où ses parents fermaient la porte de sa chambre derrière eux, Roy dit « Eh pas !»« Oui, tu te rappelles que tu m'as dit que les gens du groupe de la crêperie pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient sur ce terrain s'ils avaient tous les permis, etc. Oui, c'est vrai. Comment on peut vérifier ça demanda Roy. Tu vois, rien que pour s'assurer que tout est légal. Je suppose qu'il faut appeler le service de l'urbanisme de la mairie. Le service d'urbanisme. D'accord, merci. Une fois la porte fermée, Roy entendit ses parents parler à voix basse dans le couloir. Il ne put distinguer ce qu'ils disaient, aussi remonta-t-il les couvertures jusqu'au cou et se retourna-t-il sur le côté. Aussitôt, il glissa dans le sommeil. Très vite, quelqu'un chuchota son nom. Roy supposa qu'il rêvait déjà. Puis, il le réentendit, et cette fois, la voix semblait si réelle qu'il se redressa d'un bond dans son lit. Le seul bruit, dans la pièce, était celui de sa respiration. Super, se dit-il. Voilà maintenant que je m'imagine des trucs. Il se recoucha sur l'oreiller et regarda le plafond en papillotant. Roy! Il se raidit sous les couvertures. Panique pas, Roy. Mais c'était exactement ce qu'il était en train de faire. La voix venait de sous le lit. C'est moi, Roy. Qui, moi? Roy respirait de façon saccadée et son cœur cognait comme une grosse caisse. Il sentait la présence de l'autre personne en dessous de lui, dans le noir, sous le matelas. Moi, Béatrice. On se calme, mec. Qu'est-ce que tu fiches ici? Chut, pas si fort. Roy l'entendit s'extirper de dessous le lit. Elle se leva calmement et alla jusqu'à la fenêtre. Il y avait juste assez de lune dans le ciel pour éclairer ses cheveux blonds frisés et envoyer un reflet dans ses lunettes. Comment t'as fait pour entrer? Roy s'efforçait de parler à voix basse, mais il flippait trop. Combien de temps t'es resté caché ici? Tout l'après-midi, répondit Béatrice, pendant que vous étiez partis. T'es entré par effraction? Relax, co-girl. J'ai pas pété de fenêtre ni rien. La porte coulissante de votre véranda s'enlève comme rien de la rainure. Elles font tout ça, dit Béatrice, avec le plus grand naturel. Roy sauta hors des draps, verrouilla la porte et alluma la lampe de son bureau. T'es complètement barge, l'apostropha-t-il. Tu as reçu un coup de pied dans la tête à l'entraînement ou quoi? Je regrette tout ça, vraiment, dit Béatrice. C'est juste que les choses ont viré grave à la maison. J'avais pas ailleurs où aller. Oh. Roy regretta aussitôt de s'être mis en colère. Lona? Béatrice opina, l'air sombre. Je crois qu'elle a pété un câble, ou un truc comme ça. Ça craint un max. Ouais, mon père et elle, ils ont eu une méga bagarre. Et quand je dis méga, c'est méga de chez méga. Elle lui a balancé un rat du réveil en pleine poire. Alors il lui a tapé sur la tête avec une mangue. Roy avait toujours cru que Béatrice Lipp n'avait peur de rien, mais elle n'avait plus l'air aussi intrépide maintenant. Il était ennuyé pour elle, dur de s'imaginer vivre dans une maison où les adultes se conduisaient si stupidement. Tu peux rester ici ce soir, lui proposa-t-il. Sérieux? Tant que mes parents ne s'en aperçoivent pas. Roy, t'es super cool, dit Béatrice. Il lui fit un grand sourire. Merci de m'appeler Roy. Merci de me laisser pioter ici. Tu prends le lit, fit-il. Je dormirai par terre. Pas question, Léon. Roy ne discuta pas. Il donna un oreiller à Béatrice et une couverture, et elle s'allongea avec bonheur sur la moquette. Il éteignit en lui souhaitant bonne nuit. Puis il se rappela qu'il voulait lui demander quelque chose. Au fait, t'as revu ton frère aujourd'hui? Peut-être. Ben, il m'avait dit qu'il avait prévu de faire un truc hier. Il a toujours un truc de prévu. Ouais, mais ça peut pas continuer indéfiniment, dit Roy. Tôt ou tard, il se fera choper. Je crois qu'il est assez intelligent pour le savoir. Alors il faut qu'on fasse quelque chose. Comme quoi? Fit Béatrice d'une petite voix ensommeillée. Tu peux pas l'empêcher, Roy. Il est trop buté. Alors, faut qu'on passe dans son camp. Ce que tu dis? Oui, Béatrice.